Bonjour à tous. Quel que soit l'endroit d'où vous joignez à nous, je représente le comité AFPIF et nous vous accueillons à cette 15e session sur les peerings virtuels. Il s'agit d'aborder la question du déblocage de la connectivité transfrontalière vers les pays enclavés d'Afrique. De ce séminaire. Les objectifs de la session pour cet événement sont de comprendre le panorama de la connectivité pour les pays dotés de littoraux et les pays enclavés en Afrique. Il s'agit également de souligner les défis transfrontaliers pour la connectivité auxquels les pays enclavés d'Afrique font face. Nous voulons aussi souligner les interventions significatives et les innovations lancées par les acteurs stratégiques pour résoudre ce problème et tirer les leçons qu'on peut retirer de l'expérience d'autres pays. Il s'agit aussi d'identifier les acteurs stratégiques et les politiques qui permettront de favoriser le développement du trafic local en Afrique. Vivre et participer. Les sponsors de l'événement pour les services d'interprétation simultanée, donc c'est sponsorisé par FlexOptics qui nous soutient depuis le début. Nous avons également une autre série de sponsors qui sont à l'écran: Main One, Meta, Microsoft, NAP Africa et Pay. Donc, merci à tous nos sponsors pour leur soutien tout au long de cette série. Nous avons hâte d'avoir plus d'échanges. Nous avons également d'autres sponsors pour l'événement, Work Online Communication et Rack Center. Donc, merci beaucoup une fois de plus à nos sponsors, grâce à qui cet événement peut avoir lieu. Les membres du panel sont à l'écran et nous avons, comme vous pouvez le voir, des invités de marque. Nous accueillerons Ben Roberts, responsable technologie pour Liquid Intelligent Technology. Nous avons Brian Longway, cofondateur et PDG de Convey Technology Network. Emmanuel Kwartange, qui est responsable pays pour Main One Ghana. Ben Ryan, qui est responsable de la stratégie Edge à Meta. Et Patrick Christian, qui est analyste principal à Télégéographe et qui va nous présenter un peu plus son domaine d'expertise. Je voudrais donc maintenant, sans plus attendre, présenter notre premier intervenant, Patrick Christian, qui va partager sa présentation sur la scène de l'interconnectivité en Afrique. Patrick est analyste principal chez Télégéographie. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des études de marché pour la télécommunication. Il dirige les services d'études pour le cloud et les infrastructures One, en particulier avec une spécialisation pour les marchés européens et africains. Il s'intéresse tout particulièrement aux questions de bandes passantes au niveau international et d'infrastructures Internet, les services One et les services de câbles terrestres et sous-marins, ainsi que l'analyse du trafic vocal. Donc, Patrick, vous avez la parole. Merci beaucoup, Michel, de cette introduction. Bonjour à tous. Commençons sans plus attendre. Permettez-moi de commencer par partager ma présentation. J'ai quelques cartes à vous montrer. Voilà. Donc, commençons par établir le contexte de la discussion sur le thème évoqué par Michel. Pour cela, il faut identifier la capacité des fournisseurs d'Internet. Et nous allons commencer par concerner par ce qui concerne l'Afrique et l'Europe. Et nous allons parler de capacité de connectivité au sein de l'Afrique, voir une comparaison entre la capacité terrestre et la capacité sous-marine et voir la situation pour les pays enclavés. Donc, je vais vous montrer quelques cartes, beaucoup de lignes et quelques chiffres. Vous connaissez probablement cette carte, on l'a déjà vue au cours des dernières années. Et ce que nous regardons, c'est l'état actuel de la capacité internationale de connectivité pour l'Afrique. Il y a 26 terabits de capacité qui connectent l'Afrique, mais comme on l'a déjà évoqué dans les sessions précédentes, la plupart de cette capacité, près de 80%, est encore connectée à l'Europe. Alors, on commence à voir une évolution. Dans le domaine du Nord, on voit de plus en plus de connectivité vers l'Europe, mais dans
l'Afrique septentrionale, on voit plus de liens entre pays. Ce graphique vous montre l'évolution des 10 principales routes côtières et pour l'Afrique subsaharienne et pour les routes terrestres d'Afrique. Si on remonte à une dizaine d'années, comme vous pouvez constater, c'était l'époque où on commençait à voir les câbles sous-marins, mais en 2010, la capacité pour l'Afrique était d'environ 500 gigas. Donc c'était très, très limité. Seulement 1% qui était lié à l'Europe à cette époque. Et sur ce chiffre, seul 1 pour 10% était une capacité terrestre. Si vous regardez les 3 lignes, la ligne jaune montre toutes les routes côtières et cela inclut l'Afrique du Nord et c'est là que beaucoup de capacités s'est développée. Si on se concentre sur l'Afrique subsaharienne, donc la ligne bleue, et qu'on voit les connectivités terrestres, donc la dernière ligne, la ligne rouge, et qu'on analyse où cette capacité va, d'où elle vient, on constate que c'est un tout petit pourcentage de la capacité globale. Alors, voyons l'évolution jusqu'en 2016. Là, on commence à voir un peu plus d'interconnectivité intra-africaine. 3,5 terabits de capacité, grosso modo, sont observés pour la connectivité terrestre. Il y a encore beaucoup vers l'Europe, mais on en voit de plus en plus en Afrique même. Mais ça ne représente que 10% de la capacité internationale et seulement 4% seulement de cette capacité en elle-même est terrestre. Il y a peu de connexions qui sont de plus de 10 gigas. On a grosso modo la moyenne autour de 50 gigas. C'est à peu près la moyenne. Alors maintenant, considérons les routes intra-africaines en 2021, donc 5 ans plus tard. Comme vous pouvez le voir, les cercles représentent le volume de capacité internationale présente dans les pays. Et on voit que l'Afrique du Sud est en plein boom. Le Nigeria, le Kenya sont également en plein développement. Mais on voit aussi qu'un certain nombre de ces lignes s'élargissent. Au cours des 3 dernières années, et peut-être en partie en raison des services disponibles sur le cloud, l'ouverture de data centers en Afrique du Sud, on voit en fait un détournement du trafic et il y a plus de localisation du contenu en Afrique. Du coup, les routages changent et ces routes intra-africaines se développent. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que même si ces routes sur la carte semblent être des routes terrestres, en fait, les plus grandes routes, les routes principales entre les pays, comme par exemple l'Afrique du Sud et le Kenya, ou Afrique du Sud et le Nigeria, ou bien Ghana vers le Nigeria, eh bien en fait, ces routes, ce sont encore essentiellement, pour l'essentiel de la capacité, des routes qui sont sous-marines. Donc, c'est une capacité délivrée par les câbles sous-marins. La capacité terrestre se développe, mais c'est encore lent. Et si on considère où sont situées les principales routes et comment elles sont, les principales routes terrestres et comment elles sont connectées aux câbles sous-marins, on voit le plus de croissance dans le développement de la capacité terrestre. C'est clairement porté par les hubs sous-marins. Et voilà à l'écran les différents pays, les différents sites où il y a beaucoup de points d'atterrage pour les lignes sous-marines. Et dans certaines zones, il y a 8 à 10 câbles sous-marins qui sont accessibles. Mais comme vous pouvez le voir, s'il y a beaucoup d'activités de disponibilité sur les côtes, si on considère l'intérieur des terres, c'est une autre affaire. Alors, si on rajoute le développement des principales routes terrestres, on voit qu'elles partent beaucoup du Kenya vers l'Ouganda et au-delà vers le Rwanda. La Tanzanie est également touchée, elle bénéficie de ces réseaux.
Dans le sud, évidemment, à partir de l'Afrique du Sud, il y a des lignes terrestres qui passent vers le Zimbabwe, la Tanzanie. Donc, beaucoup de capacités de trafic se rendent vers la RDC, mais beaucoup de capacités, comme nous l'avons dit, pour la capacité enclavée, vient initialement du Kenya, en transitant par d'autres pays. Si on considère la situation pour l'Afrique de l'Ouest, en fait, la capacité ne va pas très loin au-delà des pays côtiers. Donc, on voit quand même des mouvements vers la Côte d'Ivoire, vers le Burkina Faso, vers le Mali. Mais c'est vraiment au compte-gouttes. Il y a quelques transferts de capacité vers le Niger, vers le Tchad, mais beaucoup de ces routes sont très petites. Et elles n'étaient pas présentes, en fait, sur les cartes de synthèse. Et nous expliquerons pourquoi. Mais pour revenir sur les routes terrestres, revoici la même carte que nous avons vue il y a quelques diapositives, où nous observons la connectivité vers ces pays enclavés. Et pour illustrer les zones où il y a le plus de croissance. Et certaines de ces routes ont maintenant une capacité, une taille similaire à celle des routes sous-marines, donc représentant des centaines de gigas en termes de capacité. Cependant, ce sont vraiment les 5 plus importantes. En dessous de ça, on parle de 50 gigas et moins encore. Donc, il y a beaucoup de routes terrestres qui sont encore d'une capacité très, très faible. Certains des facteurs qui affectent les pays enclavés, et nous en parlerons plus aujourd'hui, c'est qu'on voit une question de tarifs, de capacité. La tarification est encore très élevée pour cette distribution de la connectivité. Parce que même les routes les plus abordables ou les sites les plus abordables restent encore très coûteux pour IPT, et pour l'Ouganda, c'est encore 4 à 5 fois plus coûteux d'accéder au transit Internet venant du Kenya comparé aux tarifs dans les pays tels que le Kenya. Il y a beaucoup de trafic qui transite via le Nigeria. Cependant, pour les pays enclavés, les coûts sont encore très, très élevés, au minimum 2 fois supérieurs aux tarifs rencontrés par les pays côtiers. Donc, l'accès à la capacité pour les pays enclavés est limité. Les pays côtiers ont en moyenne 5 fois plus de capacité internationale pour la connectivité que les pays enclavés. De plus, comme ils sont enclavés, ces pays ont moins d'accès aux routes redondantes ou multiples. Ils ont moins d'options, alors que sur la côte, il y a plus d'accès, plus de câbles. Vous avez vu le nombre de lignes de câbles dans une des diapositives précédentes. Et du coup, pour les pays enclavés, si un câble coupe, beaucoup plus de trafic est affecté. Donc, voilà le panorama global. Donc maintenant, je voudrais redonner la parole au panel pour explorer les raisons derrière cela. Eh bien, nous avons déjà quelques questions. Peut-être que vous pourriez y répondre maintenant. Première question. Y a-t-il une raison expliquant la présence concentrée des routes terrestres vers le sud de l'Afrique? Oui. Là où il y a le plus de câbles sous-marins, il va y avoir plus d'opportunités. Et le Kenya et l'Afrique sont des pays où il y a beaucoup de câbles sous-marins qui arrivent. Du coup, c'est là qu'il y a plus de capacité. Et du coup, ce sont les sites qui servent de point de départ pour la distribution de la connectivité vers les pays enclavés. Donc, ça explique pourquoi le sud de l'Afrique est un point de départ important pour toutes ces routes. Le Kenya est aussi important et la Tanzanie dans une moindre mesure. Une autre question? Quelle proportion de la capacité sous-marine atterrée en Égypte est utilisée par l'Égypte? Alors, je ne peux pas vous donner exactement de chiffres, mais évidemment, beaucoup de la capacité qui arrive en Égypte est utilisée en Égypte. C'est un pays, bien sûr, comme la plupart des pays d'Afrique du Nord, qui est très bien connecté, qui ont une capacité internationale importante et à leur disponibilité pour la population, pour l'usage de la population.
en raison de la position de l'Égypte, évidemment, puisque beaucoup de ce transit peut passer par l'Europe et aller vers l'Europe. Et donc le lien, du coup, on a des liens aussi pour l'Afrique de l'Est vers l'Europe et vers l'Asie. Alors, il y a beaucoup de câbles sous-marins. Est-ce qu'on pourrait être confronté à une saturation à l'avenir? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent évoqué, mais en même temps, il semble que plus il y a de connectivité, mieux c'est. Et c'est pour ça que la connectivité en Afrique, dans les pays enclavés, est si importante, parce que dès qu'on voit qu'il y a plus d'utilisateurs qui ont accès à la capacité, un accès de qualité, une bonne connectivité, eh bien, on voit une augmentation de l'utilisation. Du coup, on ne voit pas de bloc de capacité. En fait, c'est plutôt le problème. On n'a pas de capacité superflue, on n'en a pas assez plutôt. Et il y a un lien évidemment avec la croissance, le développement de réseaux régionaux et également le développement de réseaux de contenu, comme on l'a vu en Afrique du Sud. Et en fait, ça nourrit la demande, cette présence de capacité. Donc, plus on construit, plus on développe, plus il y a de demandes et d'intérêt. Et c'est vrai que il y a quand même la question de la durée de vie des câbles. Donc, l'installation de nouveaux câbles n'est pas une mauvaise chose puisque certains arrivent à obsolescence. Effectivement, d'ici 5 à 10 ans, certains de ces câbles qui précèdent 2010 auront atteint le stade de l'obsolescence. Alors, nous avons beaucoup de questions encore, mais nous avons aussi beaucoup d'orateurs. Alors, Noémie demande... pouvez-vous nous parler des infrastructures de fibres terrestres? Alors, la fibre terrestre, ce que nous avons vu et ce qu'on considère, généralement, c'est sur la base de données qui ont 6 mois, 1 an. On se base sur les données que nous fournissent les IXP et on voit évidemment que tout autour du Kenya et sur la côte est, vers l'Ouganda, puis ensuite vers l'Ouganda, le Rwanda, on voit le développement de ces fibres terrestres qui arrivent au final jusqu'à la RDC. Et de la même manière, on voit beaucoup de développement depuis le Nigeria vers la RDC. On voit également un peu de croissance en Éthiopie. Alors, même s'il y a une dimension politique qui peut être une entrave, mais il y a beaucoup de dynamisme. C'est un marché énorme. On voit beaucoup d'arrivées de câbles, mais en fait, il y a une évolution de cette capacité allant de Djibouti aussi vers l'Éthiopie. Et évidemment, l'Afrique du Sud est toujours un point de développement, un potentiel en termes de capacité qui se développe. Cependant, l'Ouest bouge aussi, beaucoup porté par le dynamisme local. Et on observe une réelle croissance. En fait, l'Ouest rattrape petit à petit l'Est en termes de connectivité. Parce que le littoral, il est là, mais le développement de capacité, il est en train de se mettre en place. Et comment comparer l'Afrique, le trafic intra-africain peut être comparé avec le trafic vers l'étranger depuis l'Afrique? Alors, on ne regarde pas vraiment le volume de trafic, mais plutôt la taille des câbles, la taille du trafic. Mais on a beaucoup vu au cours des 3 dernières années que le trafic reste beaucoup plus en Afrique plutôt que d'être rerouté via l'Europe puis de revenir vers l'Afrique du Sud. Donc, en fait, on utilise des données, notamment fournies par les services de cloud. Et en fait, on voit de plus en plus de trafic qui reste et qui transite dans l'Afrique. Alors, on est encore loin du 80-20 en distribution, mais après, dans le nord de l'Afrique, comme la proximité géographique de l'Europe est indéniable, eh bien, il y a de plus en plus de développement. Par contre, en Afrique subsaharienne, la perspective est complètement différente. Vous êtes plus loin de l'Europe. Donc, fatalement, la performance et le contenu local sont meilleurs puisque le trafic, on le voit, a tendance à rester en Afrique. Et du coup, là, on a quand même environ presque 30% de la capacité, voire même parfois jusqu'à 40% qui reste en Afrique.
Donc, c'est une évolution positive au cours des dernières années. Des marchés sont en développement pour le domaine du cloud et du cloud virtuel. Et donc, il y a également plus de potentiel pour les fournisseurs de contenu et d'opérateurs grâce au développement des câbles sous-marins. Alors, pour moi, je pense que les deux sont nécessaires. On ne peut pas avoir les fournisseurs de contenu sans fournisseurs de services cloud. Les deux vont main dans la main. Ils ont peut-être beaucoup de connectivité sur les routes principales, mais ils n'ont pas la connectivité vers les utilisateurs finaux, alors que c'est le cas pour les fournisseurs de contenu. Donc, je pense qu'il faut un peu de coopération et les deux vont de pair si on veut toucher les utilisateurs finaux, là où il y a des opérateurs. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question en français. On peut peut-être passer au français, à l'interprétation vers l'anglais. Alors, l'intervenant comprend le français et les interprètes ne peuvent pas passer sur le canal anglais. Quelles sont les conséquences pour les pays qui voient leurs réseaux internationaux aux mains de pays étrangers, gérés depuis l'étranger? C'est une question assez complexe. Je ne suis pas 100% sûre de ce que la personne veut dire quand elle dit gérer depuis l'étranger, peut-être depuis certains grands pays. Alors, voyons. Je pense qu'il serait bien de garder cette question de côté pour que je puisse y répondre en ligne et que nous passions à la suite du panel. Merci de vos réponses pour toutes ces discussions. Bien, je suis sûre que le panel pourra également réagir et répondre à toutes ces questions. Si vous n'avez pas reçu une réponse à votre question, eh bien, nous reposerons la question au panel un peu plus tard ou bien à la fin de la session. Merci, Patrick. Et maintenant, je vais donner la parole au co-modérateur, Jacob, qui va nous présenter les membres du panel et puis qui va mener la séance du panel. Jacob, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Michel, merci Patrick de cette présentation initiale très, très intéressante. Bien, nous avons avec nous un panel tout à fait intéressant pour explorer plus avant le thème de la session. Je m'appelle Jacob Dagon Doro. Je suis ingénieur réseau, responsable des services techniques du point d'échange Internet du Nigeria. Et je vais donc afficher la première question, le premier sondage qui s'affiche à l'écran. En fonction de votre expérience, quel est selon vous le défi majeur de la connectivité transfrontalière dans les pays enclavés d'Afrique ou dans d'autres parties du monde? Encore une fois, le défi majeur sur la base de votre expérience en ce qui concerne la connectivité transfrontalière dans les pays enclavés ou dans une région enclavée d'un pays particulier que vous connaissez. Donc voilà, vous pouvez désormais répondre à cette question. Bien, je laisse cette question s'afficher pendant encore 1 minute pour vous donner le temps de répondre. Bien, nous pouvons maintenant fermer le sondage. Et voyons les résultats qui s'affichent. Il y avait donc 3 réponses possibles. C'est la deuxième réponse qui a obtenu le plus de voix. Donc, la plupart d'entre vous pensent que le manque d'infrastructures, par exemple un backbone national, ça représente un défi majeur. Et puis après ça, c'est le manque de politique habilitante à l'intérieur du pays ou dans le cadre des interactions entre les pays, alors que 16% d'entre vous pensent que ce sont les relations à caractère politique avec les pays côtiers voisins qui représentent le défi principal. Voilà, merci de vos réponses.
Donc, nous allons maintenant passer à la discussion du panel pour explorer plus avant le thème du jour. Au panel aujourd'hui, nous avons des panélistes qui ont beaucoup d'expérience dans leurs domaines respectifs. Nous avons au panel Brian Longway, qui a beaucoup d'expérience dans le secteur de l'Internet, qui travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années. Il a mis en place plusieurs réseaux qui connectent les Africains au reste du monde depuis plus de 26 ans. Il a cofondé et dirigé des fournisseurs d'accès Internet au Kenya, en Ouganda et au Malawi. Il a également facilité la mise en place de points d'échange Internet au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en RD Congo, Rwanda et ailleurs. Il a une vaste expérience en politique publique, réglementation et partenariat public-privé des TIC et a occupé divers postes au sein d'initiatives régionales et continentales visant à relever les défis politiques, juridiques et réglementaires de la connectivité intra-africaine et du développement de l'Internet en Afrique. Entre 2015 et 2018, Brian a été directeur général de Simbanet Malawi, la société qui a mis en place une entreprise de partenariat public-privé financée par la Banque mondiale, qui a construit et exploite un réseau de fibres optiques qui relie le Malawi au reste du monde. Au cours des 3 dernières années, il a été cofondateur et PDG de Converge Technology Networks, un fournisseur d'accès à Internet à large bande au Malawi. Donc, vous pouvez être sûr que, étant donné son expérience dans l'interconnexion de réseaux au fil des années, eh bien, nous allons beaucoup en apprendre en l'écoutant aujourd'hui. Il y a également Emmanuel Kwarteng au panel, qui est le directeur national de Main One Ghana et qui assume la responsabilité en matière de pertes et profits pour les activités de connectivité des données et Internet et de services de centre de données du Ghana. Il a également occupé le poste de responsable du réseau pour les activités ghanéennes et francophones, en charge de la supervision, de la construction et de l'expansion des câbles sous-marins, de la conception des solutions clients, du déploiement de l'infrastructure fibre et radio, ainsi que de la gestion des installations. Il va également nous faire part de son point de vue à partir de son expérience. Au panel, nous avons également Ben Roberts de Liquid Intelligent Telecom. Il a, avant d'intégrer Liquid Intelligent Technologies, avant son poste actuel de directeur, il a occupé le poste de directeur technique depuis 2006. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies, que ce soit dans des rôles de gestion de design, appui, intégration ou opération. Il a dirigé et conduit les aspects réseau et stratégie produit, menant à l'expansion de la base technologique et du réseau fibre au travers de l'Afrique. Bienvenue à ce panel, Ben Roberts. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à la discussion proprement dite. Les statistiques, Patrick a partagé avec nous. Il y a également, j'ai oublié, Ben Ryle, qui est au panel. Il travaille auprès de Meta depuis plus de 4 ans en tant que responsable de la stratégie Edge en Afrique subsaharienne. Il travaille avec l'équipe vers le partenariat avec les fournisseurs d'accès à Internet et la focalisation sur le peering et le caching dans la région pour garantir que les personnes qui utilisent les produits bénéficient de la meilleure expérience possible. Avant de rejoindre Meta, il a été directeur de la technologie des données chez 6 Degrees, un MSP basé au Royaume-Uni. Il est également le président du comité de sensibilisation du site de PeeringDB. Bienvenue à vous, Ben. Avant de passer à la discussion du panel, compte tenu des statistiques partagées par Patrick, je voudrais dire que si vous avez des questions pendant la discussion, eh bien,
portez-la dans la partie Q&A sur l'écran ou utilisez les hashtags qui vous ont été donnés un peu plus tôt. La première question à se poser concerne les défis en ce qui concerne l'interconnectivité pour les pays enclavés. Pourquoi avons-nous besoin de cette interconnectivité, de ces réseaux transfrontaliers? Est-ce que c'est absolument nécessaire pour la croissance en Afrique? Quels sont les enjeux de l'accès? Quels sont les enjeux pour nous? Pourquoi devons-nous nous concentrer sur cet aspect de la connectivité transfrontalière? Merci de cette présentation, Jacob, et pour cette question. Je voudrais dire que cette question de la connectivité transfrontalière doit être une question majeure pour tous ceux qui travaillent en Afrique. Les TIC, nous le savons depuis 10-20 ans, sont essentiels pour le développement en Afrique. Dans la présentation de Patrick, nous avons vu l'apparition des câbles sous-marins à partir de 2010. On peut aligner la croissance de la connectivité à la croissance du PIB grâce à la présence de ces réseaux sous-marins. Si l'on observe le développement dans les nouvelles technologies, la croissance des startups sur le continent au cours des 2-3 dernières années, eh bien, on se rend compte que cela a lieu dans les pays bien connectés. Donc, il y a des bénéfices économiques directs pour les pays qui ont des réseaux rapides et de bonne qualité, des connexions de bonne qualité et rapides. Tous les pays d'Afrique ne peuvent donc pas ignorer l'importance de la connectivité intra-africaine. Les décideurs, au cours des dernières années, ont beaucoup parlé de l'intégration en un marché unique et la connectivité joue un rôle important à cet égard. Lorsque nous examinons la situation de la plupart de nos pays, les décideurs, eh bien, nous constatons que les décideurs disent une chose, mais la réalité est tout autre. Et il y a des obstacles, il y a des aspects, la dimension de ce qu'on appelle la souveraineté, par exemple, qui rend les chefs d'État africains fous, si je puis dire. Donc, il y a donc des obstacles qui rendent difficile la connectivité transfrontalière sur les marchés où il y a des pays proches ou des pays enclavés en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. On constate qu'elles ont pu dépasser, résoudre ces questions de juridiction, de connectivité. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais c'est une question qui me tient à cœur et nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous dirigeants, nous devons pouvoir leur faire changer d'avis. Pendant le milieu des années 2000, nous avons consacré beaucoup de temps à cela. Et par ces activités de lobby, nous avons pu faire progresser un peu, cette question. Il y a des coupures dans la présentation, donc il est difficile d'interpréter complètement. L'orateur est coupé.
Il y a des coupures et je ne perçois pas la parole de l'orateur. Je crois que nous avons perdu Brian, dit le président, le modérateur. Il connaît certainement des difficultés de connectivité. Brian, vous pourrez reprendre la parole si vous arrivez à vous reconnecter. Merci, Brian, de ces informations de contexte sur le panorama. C'est vrai que la question des licences transfrontalières est au cœur du sujet. Je voudrais maintenant adresser la question suivante à Emmanuel Kwarteng. Merci, Brian. Emmanuel, quelle est la situation actuelle de la connectivité? Vous faites fonctionner un réseau dans votre pays. Alors, quelle est votre expérience? Quel défi par rapport à la connectivité transfrontalière dans votre pays? Comment ça se passe pour vous? Merci. Jacob. En ce qui concerne l'Afrique occidentale, nous avons les mêmes difficultés que dans d'autres régions et il n'est pas forcément possible de se connecter aux régions ou aux pays voisins. On envisage l'extension des câbles ou de la capacité aux régions enclavées, mais bien entendu, il y a la plupart des opérateurs sont licenciés dans des pays spécifiques et non pas au-delà des frontières. Cela veut dire qu'il faut avoir des licences dans chacune des régions et c'est coûteux, bien entendu. Nous constatons également, en ce qui concerne les obstacles à l'extension de la capacité vers les régions enclavées, eh bien, c'est la fibre terrestre qui est très peu disponible, d'une part, et puis qui a des coûts de maintenance élevés. Nous savons qu'en Afrique et en Afrique occidentale, nous sommes en développement et cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions. Et il y a des difficultés en ce qui concerne la fibre et les coûts sont importants en ce qui concerne la maintenance du peu que nous avons dans ce domaine. Il nous faudrait donc des investissements pour l'extension à partir des régions côtières vers les régions enclavées. Et puis, il y a également une question de capacité intérieur, il n'y a pas forcément de centre données disponibles pour décentraliser les contenus et les partager entre différents partenaires. Donc voilà certains des obstacles. Il n'y a pas forcément beaucoup de collaboration entre les gouvernements mêmes. Donc il y a les gens travaillent de façon fragmentée, divisée, et il n'y a pas forcément de lien entre les différents pays. Les dirigeants n'envisagent pas les meilleures synergies pour travailler ensemble. Voilà, telles sont les difficultés auxquelles nous faisons face. Merci Emmanuel. Oui, parfois, il y a la fibre sur le littoral, mais il y a des problèmes de séparation, de silos pour le lien avec les réseaux terrestres. Je voudrais maintenant poser une question à Ben Roberts. Selon vous, étant donné que nous examinons des différentes régions d'Afrique, quelle est, à votre avis, la principale entrave à l'établissement ou fonctionnement d'un réseau backbone
interafricain ou donc pour la connectivité transfrontalière vers les pays enclavés. Je n'aime pas parler d'entrave parce que je pense que la connectivité transfrontalière, c'est une caractéristique habilitante. Bien sûr, dans le commerce, il y a des entraves au mouvement de commerce, au mouvement des produits et services. Mais une fois que nous avons des réseaux en place, il suffit de bien les faire fonctionner pour les étendre. Donc, moi, je n'aime pas parler d'entrave. Le compte-rendu de Patrick nous montre les grandes routes du trafic. Il y a des technologies habilitantes, cloud, vidéo et jeux vidéo. Tout le reste, tout ce que fait l'Internet, les communications audio ou règlements ou NFT, tous les autres services, même la navigation Internet, ça n'utilise pas beaucoup de capacité. De plus en plus, ces services sont diffusés par le cloud ou par Edge. Donc, la périphérie des Edge, c'est de plus en plus important pour les jeux vidéo, pour les vidéos. De plus en plus, nous parlons de métabus. Voilà donc les développements actuels dans le secteur. Alors, pour ce qui est de la connexion des pays enclavés à des stations d'atterrage, à mon avis, les pays ne recherchent plus cela. Patrick l'a évoqué, il a parlé des hubs sous-marins. Il souhaite désormais non plus à être connecté à un hub en Europe, mais à ce qui est nécessaire pour être connecté au hub sous-marin. Que ce soit au Niger ou ailleurs, partout où l'on peut accéder à un hub sous-marin, donc par le biais de pays qui ont des politiques habilitantes et des câbles sous-marins. Il y a FC Afrique du Sud, Djibouti, Kenya, Lagos également. Donc déjà des acteurs importants dans ce domaine. Comme cela avait été annoncé, le Cameroun, par exemple, à partir de hubs locaux, nous voyons des développements entre le Cameroun et ses voisins, par exemple. Donc, il y en aura davantage à l'avenir. Les plus gros investissements dans les centres de données et donc il y aura davantage de trafic grâce à cela. Et les fournisseurs de cloud, c'est là que les investissements sont injectés, que les emplois sont créés et du coup, les pays vont pouvoir progresser davantage vers une économie numérique. Un pays qui a de nombreux câbles sous-marins, c'est le Cameroun, qui a beaucoup investi dans les câbles sous-marins, mais le coût des stations d'atterrage est très important pour aller d'une station à l'autre. Et du coup, le Cameroun n'a pas pu devenir un système hub pour sous-marin pour l'Afrique. Cependant, les fournisseurs de réseaux déploient de plus en plus d'efforts pour développer des réseaux qui puissent connecter toute l'Afrique. Nous voyons qu'il y a des connexions entre le Nigeria et le Kenya et l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Voilà où sont... c'est par le biais de ces circuits que vont se faire les connexions. L'Afrique occidentale commence un peu à
rattraper la tendance. Merci. Donc, nous voyons, nous constatons, et vous l'avez confirmé, effectivement, qu'il y a un changement de tendance. Merci. Je m'adresse maintenant à Ben Dryle en tant que fournisseur de contenu. Est-ce que vous faites face en tant que fournisseur de contenu, est-ce que vous faites face au même type d'entraves, de difficultés Qu'est-ce que vous observez, vous qui travaillez à la localisation de nœuds en ce qui concerne le service efficace des marchés des pays enclavés? Comme nous tous au panel, souhaitons faire en sorte qu'il y ait des connectivités rapides et peu coûteuses et à haut débit. Les difficultés sont liées à des aspects géographiques, au coût, ce qui a été évoqué par Ben, obtenir les fonds et obtenir les investissements qui permettent d'avancer. C'est ça qui est difficile. Il est difficile parfois d'avoir le bon écosystème en place dans le pays concerné. Il faut donc avoir les bons investissements et les bonnes capacités en matière de transit afin que les actifs puissent être exploités de façon efficace. Nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que le contenu soit aussi local que possible. Nous faisons de notre mieux pour soutenir les constructions d'infrastructures dans les pays en interne. Il faut bien entendu également se servir le plus possible, exploiter au maximum la fibre en interne pour assurer cette connectivité intranationale. Merci, Ben. Les fournisseurs de contenu souhaitent, comme vous l'avez dit, que le contenu soit local, soit proche de l'utilisateur final. Donc, merci, Ben, de cette intervention. Alors, à chaque fois qu'on évoque cette question, on parle de politique, du manque de politique qui permettrait de faciliter la connectivité transfrontalière, la nécessité d'organiser les gouvernements, la coopération, le travail est plus en silo. Alors, puisque nous parlons de gouvernement, les gouvernements ont un rôle important à jouer. Et j'aimerais savoir ce qui pourrait être une bonne incitation pour convaincre ces gouvernements. Alors, quel genre d'argumentation pourrait convertir les gouvernements? Qu'est-ce qu'on peut faire valoir en termes de bénéfices pour les parties prenantes? Et comment est-ce que nous tous pouvons-nous faire pression pour convaincre les gouvernements d'aller de l'avant, de développer les efforts qu'ils ont lancés pour faciliter? Je pense que si un pays ou un gouvernement a vraiment l'intérêt de ses citoyens à cœur, le développement de la prospérité économique, je pense qu'on peut mettre en avant le bien-être de la population et l'économie. Beaucoup d'études ont démontré que pour les pays d'Afrique qui ont pu transcender ces difficultés territoriales, eh bien, il y a eu des bénéfices énormes à cette coopération avec les pays voisins. On a vu cela dans toutes les régions où les difficultés ont été surmontées. Donc, quand on s'intéresse à la question du développement,
la question du développement en soi, en fait, c'est une bonne raison de s'impliquer. J'ai travaillé précédemment au Kenya et les questions de sécurité nationale étaient toujours présentées comme objection à tout développement de réseau. Quand on a développé l'IXP du Kenya en 2000, ça a été fermé par les régulateurs parce qu'on nous a dit, enfin Télécom Kenya a dit non, c'est une menace pour la sécurité nationale. Ça pourrait être une porte ouverte à la diffusion de secrets. Et il nous a fallu plus d'1 an de réunions, de plaidoyer, de coopération avec les services d'intelligence, les services militaires et avec les législateurs eux-mêmes pour leur faire réaliser que c'est une bonne chose pour le pays et qu'il fallait pouvoir continuer à avoir cette IXP. Donc, quand on aborde le domaine des technologies, la plupart des dirigeants n'y connaissent rien. Et on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est normal. Il est donc nécessaire d'avoir une approche claire et de communiquer avec les législateurs pour qu'on puisse vraiment les convaincre du bien fondé de cette initiative et leur montrer les possibilités pour les citoyens, les bénéfices. Je vais m'en tenir là, mais je ne sais pas si ma réponse a été très bonne, mais je suis sûre que d'autres membres du panel pourront ajouter à ce que je viens de dire. Bien, merci. Alors, un autre intervenant qui souhaite réagir, Monsieur Kwatange? Eh bien, notre partie d'Afrique dans notre région, en termes d'incitation, ce que nous avons vu, c'est que certains pays, en particulier les pays enclavés, c'est qu'ils mettent en place un partenariat avec la Banque mondiale et ils développent un moyen d'étendre la connectivité à partir des nœuds existants pour qu'ils puissent se connecter à la côte. Il y a eu le développement d'options où ils ont travaillé via un consortium de fournisseurs et d'IXP d'un pays, et ils ont travaillé main dans la main pour faire du plaidoyer auprès du gouvernement. Et le soutien de la Banque mondiale a montré aussi au gouvernement que développer la capacité de ces nœuds Internet est importante. Et du coup, tout le monde peut s'y connecter et c'est bénéfique. Et c'est un programme qui marche, mais c'est une solution à court terme. Et entre-temps, le consortium a pour objectif de trouver des stratégies pour aller de l'avant, pour développer plus de capacités, trouver les moyens d'accéder à cette capacité plus importante et pour identifier aussi les financements qui vont être nécessaires à ce développement. Donc voilà un aspect, une approche. Une autre approche qui n'est pas encore assez présente, mais que les gouvernements considèrent, ce sont des incitations qui impliquent les fournisseurs. Donc, certains fournisseurs veulent plus de développement des infrastructures. Et si on voit la manière dont on est connecté dans les régions du Sud, si on s'éloigne d'une grande cité comme Lagos, par exemple, vous allez rencontrer beaucoup de zones rurales, des zones où les fournisseurs de réseau n'ont pas encore un marché important à conquérir. Il n'y a pas beaucoup d'activités économiques. Et il faut qu'on leur démontre qu'ils peuvent faire de l'argent en développant la connectivité, parce qu'ils ne vont pas développer un lien backbone d'une grande ville à une autre s'il n'y a pas de justification économique. Donc, il faut plus d'incitation pour le développement des infrastructures nécessaires. Un autre point à considérer, c'est aussi que l'essentiel ne peut pas être assumé que par le secteur privé. Il faut plus de soutien d'implication des législateurs. Donc, si on peut avoir un backbone national avec des câbles sécurisés qui peuvent être partagés, ça pourrait, dans un sens, réduire les coûts pour nous en tant qu'opérateurs, les coûts de développement de capacité.
De plus, comme ça serait du coup une infrastructure partagée et sécurisée, les coûts d'entretien, de maintenance seraient réduits également quand on pense aux coûts des réparations, par exemple. Donc voilà quelques voies, quelques pistes de travail pour travailler avec les gouvernements, pour montrer les bénéfices de l'expansion vers certaines zones. Bien sûr, si vous nous prenez comme exemple, nous travaillons en termes de connectivité, mais avec les data centers, les centres de données. Il faut développer plus de centres de données pour avoir plus de colocation, coopérer par exemple avec Ben et ses collègues. Et il faut qu'on soit ouvert et assez accueillant pour s'ouvrir au niveau du marché des télécommunications. Le marché des télécommunications doit être plus flexible. Et ça, il faut que les gouvernements s'impliquent parce qu'ils peuvent avoir un rôle structurant et ils peuvent développer une certaine attractivité pour les commerces et les entreprises régionales. Et ça peut du coup aussi développer l'économie dans certaines zones. Merci beaucoup. On a parlé donc de taxation, d'incitation financière. Il a été fait mention de modèle commercial pour la connectivité, pour montrer les bénéfices, parce que les zones enclavées ne sont pas toujours perçues comme un marché fructueux en termes de potentiel. Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner tout cela et avancer les choses? On a parlé de gouvernement, on a parlé d'institutions, mais en fait, assez peu sont impliqués directement dans ce type d'activité, ce développement d'infrastructures. Souvent, il y a beaucoup d'implications du secteur privé. Donc, je voudrais demander à Ben Roberts, quel est, selon vous, le rôle des partenariats avec les gouvernements? Donc, des partenariats privés et publics pour s'implanter dans ces environnements, dans ces zones, même si, a priori, ça ne semble pas être très viable économiquement. Dans les cas où, en fait, pénétrer ce marché pourrait éventuellement amener à plus de demandes. Je sais que vous êtes impliqué dans les questions de connectivité à travers plusieurs pays. Alors, quelle est votre perspective? Quelle forme de coopération, de partenariat entre public et privé avez-vous rencontré et qui ont marché et qui ont aidé à développer le secteur et le marché dans les zones enclavées? Merci. Un exemple qui me vient à l'esprit de partenariat entre privé et public, qui, à mon sens, a fonctionné, c'est le cas de figure du Kenya. Assez tôt dans le développement du marché, le gouvernement a ressenti une certaine frustration quant au lent développement, en particulier pour la complexité des relations panafricaines. Et le gouvernement a lancé une initiative qui visait à mettre en place des câbles et des câbles sous-marins. Et du coup, le gouvernement possède une proportion de ces câbles. Et ces câbles connectent Mombasa aux Émirats arabes unis. Donc, c'est un exemple d'initiative lancée par le gouvernement. Cependant, j'ai un peu de mal à penser à d'autres initiatives. En fait, ce qui marche vraiment bien dans le rôle de facilitateur que le gouvernement peut jouer, ou gouvernement ou agence gouvernementale, c'est qu'ils deviennent des clients pivots en tant qu'utilisateurs. Pour des pays importants, c'est évidemment très important. Et si on peut avoir un gouvernement comme client principal, c'est essentiel. Parce que, en fait, quand on y réfléchit, les infrastructures étatiques, les écoles, les représentants locaux sont fantastiques et très importants. Et c'est vraiment, du coup, une clientèle notable. Et en ce sens, les gouvernements peuvent faciliter des réseaux backbone, mais ils peuvent faciliter le développement au niveau du service public parce qu'ils peuvent être un client important vu le nombre de services qu'ils fournissent. Les gouvernements sont peut-être plus à leur place s'ils restent hors du statut de fournisseur de services. Ils peuvent construire des réseaux de fibres
Ils peuvent mettre en place, obtenir des fonds de la Banque mondiale pour développer ces réseaux, mais ce ne sont pas eux qui vont les opérer. Nous sommes les opérateurs, nous sommes bien placés pour le faire. Et si vous nous laissez faire le travail, on le fera bien. On travaille beaucoup avec UNICEF et avec d'autres partenaires pour connecter les écoles, par exemple. Et si les gouvernements veulent connecter les écoles à Internet, eh bien, ça crée en fait un modèle financier viable et un besoin en termes économiques. Et ça permet aussi de développer cet élan, ces initiatives pour faciliter l'accès à Internet et répondre aux demandes. Une étude a été publiée il y a une semaine, il me semble, dans l'Économiste, financé par Ericsson, je crois, et ça a souligné que le PIB de la Sierra Leone pourrait augmenter de plus de 14% avec une meilleure connexion à Internet, et le Niger pourrait voir une augmentation de plus de 15%. Donc, c'est vraiment une augmentation du PIB considérable simplement pour la connexion des écoles à Internet. Et le rôle des gouvernements dans ce genre de cas de figure, c'est d'être des clients pour stimuler le développement de ces infrastructures. Donc, merci pour ce point de vue. Donc, le rôle des gouvernements, c'est d'être des clients. Alors, quand on considère ça, on a parlé des défis au sein des pays et de la connectivité de toutes les régions d'un pays. La relation entre en fait le littoral et les parties plus dans les terres au sein d'un même pays. On a parlé des rôles des gouvernements, des défis, des collaborations, le rôle des agences gouvernementales au sein d'un pays. Comment est-ce que ça peut fonctionner quand on ne parle pas de relations transfrontalières où il n'y a pas de barrière de langue, par exemple? On va revenir à cela, mais je voudrais faire un petit sondage dès maintenant et demander à Brian le contexte autour duquel cette coopération se met en place, la barrière de la langue, la coopération entre pays francophones, anglophones, comment ça marche pour les interactions entre les agences intergouvernementales pour établir plus de connectivité. Mais avant d'aborder cette question, nous allons lancer un autre sondage dès maintenant. Et ce second sondage vous présente la question suivante. Veuillez sélectionner votre sujet préféré pour les futurs événements de peering. Choisissez un seul sujet. Donc, aimeriez-vous plus entendre parler des infrastructures de centres de données, entendre parler plus des derniers outils de peering, les meilleures pratiques de peering à distance, améliorer l'efficacité du peering grâce à l'autonomisation, l'utilité de la base des données peering DB, la gestion des services et supplémentaires d'un point d'échange Internet ou d'autres sujets. Donc, choisissez un de ces sujets. Le sondage reste ouvert. Alors, n'oubliez pas que si vous avez d'autres sujets qui vous intéresseraient, nous voulons vous inviter à l'indiquer dans le chat. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans la partie Q&A, donc la partie questions-réponses. Nous viendrons à ces questions, ne vous inquiétez pas. Brian, parlons du challenge de l'interconnectivité transfrontalière entre pays qui ne partagent pas la même langue, pays francophones et anglophones, par exemple. Merci, Jacob. Au cours des dernières années, nous avons été confrontés à différents types de coopération panafricaine. Afrinic est un exemple de coopération qui dessert tout le sous-continent pour les nombresses, etc. Dans le processus de plaidoyer et ses efforts pour établir un consensus pour la mise en place d'Afrinic, la question de pays anglophones par rapport à pays francophones est un problème et il faut qu'on y fasse faire. Il y a des différences de mentalité, des différences de langue et on constate parfois que les pays francophones ont certaines priorités qui ne sont pas forcément les mêmes que les priorités d'un pays anglophone. Du coup, pour trouver un candidat qui fasse le consensus, ça n'est pas forcément évident. Et on ne peut pas ignorer qu'il y a des divisions au sein du continent. Toutefois,
Si l'on peut se nourrir de notre diversité, on peut retirer beaucoup de force de cela. Et je pense vraiment que, au point de vue technique, au sein de la fraternité Internet, on a un modèle de communauté qui représente la force et le potentiel. Les difficultés, les divisions, elles sont plus politiques. Au niveau technique, au niveau commercial, on a beaucoup d'échanges commerciaux, par exemple, entre pays dans ces régions. Les entreprises ne se limitent pas à leur pays. Elles fonctionnent au niveau transfrontalier. En Afrique de l'Ouest, c'est flagrant. Donc, je pense que d'un point de vue pratique, il faudrait se concentrer sur les objectifs. Et on peut trouver un cadre linguistique commun pour fonctionner ensemble de manière ininterrompue. Qu'il y ait des coopérations. Elles existent déjà. Ça a été possible de relier l'Afrique du Sud au Sénégal. Et c'est donc possible. Donc, on peut relier Dar es Salaam à Dakar, par exemple. Pourquoi pas et suivre une sorte d'autoroute à travers l'Afrique. C'est vraiment notre avenir. Et il faut vraiment donc travailler vers ces objectifs. Merci beaucoup. Merci, ça me fait sourire de voir les réactions. Quand je vois les réactions pour ce qui se passe dans les pays entravés, on a noté que les défis technologiques et de connectivité ne sont pas limités juste aux questions de connectivité, mais aussi le haut débit, les transports. Je pense que si on a du succès dans un domaine, ça peut servir de base, de modèle pour améliorer les infrastructures, par exemple routières, à travers le continent. Donc, merci beaucoup. On parle de domaines, de secteurs où des mesures peuvent être prises. Et on considère ce qui pourrait marcher. Alors maintenant, Ben Ryan, vous représentez les fournisseurs de contenu. Il y a eu beaucoup de développement, d'investissement dans les câbles sous-marins, les infrastructures sous-marines pour améliorer les infrastructures de connectivité de la part des fournisseurs de contenu. Alors, quelle est votre perspective? Est-ce qu'il y a des formes d'initiatives, des programmes, des plans que les réseaux de contenu peuvent soutenir et sur lesquels ils travaillent pour atteindre les zones enclavées où, pour l'instant, on ne voit pas vraiment d'intérêt économique à toucher ces zones? Est-ce qu'il y a donc des initiatives, des programmes qui ont été mis en place récents que vous aimeriez partager avec nous sur cette question? Merci beaucoup pour cette question. Je peux parler de la perspective Edge pour Meta et pour le travail sur la mise en tes-mémoires. On essaie toujours d'optimiser les produits qu'on propose pour améliorer l'expérience des clients. Ce qu'on fait beaucoup dans de nombreux cas, c'est qu'on réagit à la demande pour développer des POP et les succès sont là. Donc, il faut développer les bons réseaux, les bonnes infrastructures. Et ce qu'on veut vraiment, c'est soutenir une réelle croissance. Une croissance qui a besoin de développement pas encore en place pour différentes raisons. Et ces points d'échange, ils permettent de servir un certain nombre de services que nous fournissons. Et pour cela, il faut plus de formation, notamment via ISOC, plus d'infrastructures, bien sûr, plus de développement de réseaux. Parce que l'infrastructure, c'est bien, mais il faut que la communauté, les locaux puissent y accéder et sachent comment s'en servir. Et donc, pour aller de l'avant, on essaye de soutenir de meilleurs écosystèmes pour l'avenir. Notre but, c'est d'amener le contenu de manière aussi efficace aux utilisateurs, mais aussi de soutenir les communautés et de les aider. Merci. Donc, on a dit que même si l'environnement ne se prêtait pas à la mise en place de nœuds, il y a quand même un intérêt de la part des réseaux de contenu parce que la mise en tes-mémoires joue un rôle important aussi et ça permet de développer le marché. Et du coup, ça devient un bon modèle commercial. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord. Il y a des marchés en Afrique où nous avons commencé avec un système de caching de base et
petit à petit, c'est devenu une structure très importante, comme ça a été le cas à Cape Town. Merci, nous avons observé ça. Il y a nombreux scénarios, y compris au Nigeria, où on avait un petit nœud Internet dans une région et la croissance a été exponentielle. Mais on a commencé par des questions pratiques. Merci beaucoup pour cela. Alors, le temps passe vite quand on débat de sujets intéressants et nous allons bientôt conclure avec quelques questions avant de passer à la session de questions-réponses. Alors, il y a d'autres sujets que nous allons aborder. Donc, pour la dernière partie du panel, je voudrais qu'on aborde les sujets suivants. Qu'est-ce qui serait un modèle économique viable dans le cadre du développement de la connectivité pour un pays enclavé? Parce que les circonstances sont différentes si on compare aux pays qui ont un accès direct aux câbles sous-marins. Alors, je fais référence à ce que Patrick nous a présenté précédemment. Est-ce que le prix, le manque de disponibilité sont des défis à relever en raison de l'enclavement, de la distance? Alors, je voudrais donner la parole à Brian Roberts. Comment construire un modèle commercial solide pour le développement, l'étention dans ces régions très enclavées, là où l'opérateur peut et doit agir vers un pays pas très convaincu? Le modèle commercial est grosso modo le même, que vous soyez dans un pays enclavé ou dans un pays côtier qui a accès aux câbles sous-marins. Le but, c'est de vendre des données et un accès à Internet. Mais la concurrence est notable, est intéressante. S'il y a une concurrence entre plusieurs câbles sous-marins, du coup, ça permet de faire baisser les prix. Les fournisseurs sont en concurrence. Chaque opérateur de câbles sous-marins essaye de faire une offre plus attirante que son concurrent. Donc, ça fait baisser les prix. Si vous êtes dans un pays enclavé et qu'il n'y a qu'un opérateur qui contrôle tous les points et tout l'accès pour les réseaux, alors évidemment, les prix vont être importants puisqu'il n'y a pas de concurrence. S'il y a beaucoup de points d'accès, économiquement, c'est plus viable. Mais s'il y a peu d'opérateurs, alors du coup, la situation est compliquée et les coûts sont élevés. Idéalement, vous voulez pouvoir utiliser la connexion de vos voisins et pouvoir, en fait, vous tourner vers le pays voisin qui a le plus d'opérateurs. Par exemple, le Malawi a un certain nombre de voisins qui ont plus ou moins d'opérateurs. Donc, il faut choisir ces connexions frontalières et se tourner vers les pays qui ont le plus d'offres. Parce que même s'il y a des pays qui, au niveau politique, veulent mettre en place des accords, s'ils n'ont pas beaucoup d'opérateurs, ça n'est pas intéressant. Oui, donc il faut s'installer dans les pays où la situation donne des conditions économiques favorables. À votre avis, c'est la dernière question que je voudrais adresser au panel. Quel avenir envisagez-vous pour les 5 à 10 prochaines années en matière d'investissement dans les câbles sous-marins? Donc, à votre avis, quel est l'avenir à l'horizon des 5 à 10 prochaines années? Au cours des 5 à 10 prochaines années, je pense qu'il devrait y avoir davantage de collaboration entre les gouvernements et entre les régions parce que nos marchés sont très limités. Les investisseurs constatent cela et donc les investisseurs cherchent à obtenir les meilleurs rendements sur investissement sur ces petits marchés. Donc la question, c'est de savoir comment les gouvernements peuvent collaborer pour élargir ces marchés. Et je mentionne les gouvernements parce que
Je crois que dans nos contextes, il nous faut beaucoup de collaboration avec les gouvernements. Le secteur privé peut en faire beaucoup, mais ça n'est pas suffisant. En termes de politique, il nous faut des stratégies de collaboration, de développement des environnements appropriés. Si nous investissons dans le développement de ces câbles, il faut faire en sorte de ne pas avoir des coupures quotidiennes de services. Donc, il faut qu'il y ait énormément d'engagement entre l'industrie et les gouvernements pour assurer la maintenance de ces infrastructures. Nous constatons davantage de collaboration déjà. Et il faut également éviter que les gouvernements travaillent de façon isolée, séparée, en silos. Il faut qu'il y ait des collaborations avec les régions enclavées. Il s'agit d'étendre la capacité en termes de services vocaux et de données, mais au-delà de cela, il faut se préoccuper de l'extension des modèles de financement. Et grâce à ces financements, eh bien, on peut faire en sorte que les conditions soient présentes pour que les opérateurs puissent étendre la capacité. Je crois que nous verrons davantage de collaborations de ce type au cours des 5 à 10 prochaines années. Oui, il nous faut de la collaboration au sein des différents services, au sein des autorités dans un pays, de même qu'entre les différents pays. Merci beaucoup. Bien, avant de passer à la séance questions-réponses, voici les réponses apportées à la deuxième question de sondage que je vais afficher à l'écran. Nous vous avons demandé de sélectionner votre sujet préféré pour les futurs événements de peering. Il semble que la plupart d'entre vous s'intéressent à l'infrastructure de centre de données. C'est donc la première priorité pour 49% d'entre vous. Ceci est noté et les priorités dans l'ordre que vous avez indiqué, cela sera pris en compte pour les prochaines sessions. Je vais rendre la parole maintenant à Michel pour animer la séance questions-réponses. Vous pouvez continuer à afficher vos questions dans le Q&A si vous le souhaitez. Merci, Jacob. Cette discussion a été très intéressante. Il y a eu beaucoup de commentaires, de remarques dans le chat, des discussions intéressantes, donc dans le chat, avec des partages d'expériences très intéressants. Nous voyons qu'il y a des collaborations ainsi que de nombreuses mentions des obstacles qui se posent dans notre contexte africain. La première question, comment encourager les fournisseurs de services à collaborer davantage étant donné les politiques parfois rigides et lourde de la communication transfrontalière, du trafic transfrontalier. Le manque de collaboration est dû au manque de communication, bien sûr, et de la course au réseau, mais on se rend compte désormais que c'est tout à fait sensé, c'est tout à fait opportun de collaborer dans ce secteur. Il y a une initiative de la Banque mondiale et de ITU qui consiste à créer un modèle cartographique ouvert, une cartographie des réseaux privés pour
ITU est un organe de coordination pour les politiques juridiques. Dans ce cas, il s'agit de créer un format, un modèle qui permet d'établir des relations de confiance au sein d'un réseau sans entrer trop dans des questions de concurrence, donc pour encourager la collaboration. Et ça devrait normalement se concrétiser d'ici la fin de l'année. Merci Ben de cette information. Je vais adresser une autre question. Est-ce que le passage des opérateurs métaverses pour l'apport de services métaverses, comment est-ce que les investissements à cet égard peuvent permettre d'ouvrir de nouveaux marchés? Nous devons, à cet égard, réfléchir à la façon dont nous apportons ces produits sur le marché. C'est ce que j'ai évoqué un peu plus tôt. Nous devons être présents sur ces marchés. Nous avons à avoir tous les éléments d'écosystème nécessaires, les centres de données, le bon niveau de connectivité, la connectivité par les câbles sous-marins, les backbones pour avoir un point unique de référence pour lorsqu'il y a des malfonctionnements. Nous faisons tout cela déjà dans une certaine mesure parce que nos réseaux avaient besoin de ces conditions. Et il nous a fallu établir des partenariats. Ça ne modifie pas vraiment ce que nous faisons. Nous devons simplement étendre ces activités à l'avenir. Oui, c'est encourageant, merci. J'adresse la question suivante à Brian. Quel est le problème en ce qui concerne la souveraineté nationale et numérique en termes de connectivité internationale? Pouvez-vous parler des aspects positifs et négatifs? Oui, nous avons démarré une discussion dans le chat sur cette question. Les pays africains, depuis de nombreuses années, sont victimes d'une approche qui consiste à diviser pour mieux régner. Il y a des pays qui continuent à être manipulés, même post-État colonial. Mais nous devons entamer ces discussions parce que ça informe les politiques déterminées à tous les niveaux. Lorsque un gouvernement décide de s'asseoir sur son acquis et qui ne fait rien en disant nous n'avons pas besoin de vous, nous n'avons plus besoin de vous, alors il est bon de pouvoir identifier des partenaires qui puissent faire pression. Je ne veux pas faire la genèse de certaines des situations ridicules qui sont parfois des positions ridicules adoptées, mais nous devons trouver donc les moyens en tant que communauté commerciale et technique pour continuer à faire pression jusqu'à ce que nous arrivions à rompre ces positions, à faire bouger les choses. Oui, absolument, merci. Nous allons pouvoir prendre 2 questions supplémentaires. Mais il est évident que la dépendance vis-à-vis de petites stations d'atterrage, d'un petit nombre et de hubs, crée des difficultés en matière de sécurité nationale. Et il serait peut-être relativement aisé pour quelqu'un d'éliminer ces difficultés. Est-ce que ça représente vraiment un défi majeur?
s'il y a un risque de concentration à partir d'un point unique, c'est un risque au niveau de la résilience. S'il y a une station d'atterrage dans un pays, c'est un risque. S'il y a un seul centre de données, c'est un risque. Mais nous avons vu que Johannesburg, c'est un hub, qu'il y a des interconnexions entre les centres de données. Brian a beaucoup parlé de la sécurité nationale qui met souvent un frein au progrès, mais les politiques qui parfois mettent des obstacles pour des raisons de sécurité nationale, mettent des obstacles sur un centre. Mais ce que nous constatons donc en réalité, c'est qu'il y a des politiques qui vont à l'encontre de l'instinct, de ce qu'il faudrait faire. Quel est le rôle des stations d'atterrage en accès libre pour améliorer, dans l'amélioration de la connectivité en Afrique? Merci, Michel. Il faut créer des réseaux backbone régionaux avec des single points of failure. Il faut pouvoir connecter différents câbles sous-marins et stations d'atterrage. Il faut des stations, il faut pouvoir atteindre ces câbles sous-marins, créer cette situation de concurrence, mais par le biais de partenariats. Il faut qu'il y ait des réseaux fiables pour l'accès aux câbles sous-marins. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats au niveau du soutien technique, de la maintenance. Oui, donc cet accès aux câbles sous-marins, c'est essentiel pour améliorer la connectivité transfrontalière et en Afrique en général. Est-ce que les défis transfrontaliers, même pour les... est-ce qu'il y a ces défis même pour les pays non enclavés? Parfois, on ne veut pas accorder les droits d'accès aux câbles aux opérateurs. Nous l'avons constaté. Nous ne pouvons pas vous entendre, Emmanuel. Voilà. Merci de cette question. Dans une certaine mesure, oui, en effet, nous voyons qu'il y a des difficultés parfois de connectivité entre les pays côtiers et oui, ça arrive, mais ce n'est pas très fréquent. Parfois, il y a des problèmes d'atterrage en ce qui concerne les câbles sous-marins, ou s'il y a un pays dominant qui contrôle toutes les opérations. Mais tout cela dépend des politiques, des gouvernements. C'est ça qui peut corriger ce type de situation. Il nous faut donc mettre l'accent sur les avantages d'une meilleure connectivité en matière de réduction des coûts. Pour avoir une bonne connectivité, il faut que la connectivité soit de bonne qualité, rapide et à faible coût. Et ça permet, pour apporter de la capacité dans les pays concernés. Et c'est là que nous avons des efforts à déployer pour convaincre les gouvernements des bienfaits de cette meilleure connectivité. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tous un rôle à jouer, qu'il s'agisse des gouvernements, des fournisseurs de contenu, des réseaux, du cloud, dans l'écosystème. Chacun d'entre nous doit assurer, permettre d'améliorer cette connectivité. Il nous faut les backbones nationaux pour réduire les coûts de la connectivité et il nous faut étendre nos réseaux dans nos pays respectifs. À partir de nos discussions, nous voyons que la connectivité a un impact direct en matière de
PIB dans nos pays. Et je pense que nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Je voudrais vous remercier des discussions très intéressantes au sein du panel et également en ligne. Merci Patrick d'avoir donné un aperçu de la situation. Et je voudrais à nouveau également mentionner les sponsors. Je voudrais de notre session, je voudrais remercier les sponsors de la série, Napa Africa, Terraco, Meta, PAIX, Main One, Microsoft, ainsi que les sponsors de l'événement, Rack Center et Work Online. Je voudrais remercier également AFPIF PC, le secrétariat d'AFIX, l'équipe de soutien, toutes les personnes sans qui la session n'aurait pas été possible. Je voudrais remercier nos collègues de l'équipe technique et les interprètes, ainsi que le sponsor Flex Optics pour le service d'interprétation. Merci à tous les participants également. Je vais également donner maintenant la parole à Kyle, le secrétaire, qui va nous donner une mise à jour en ce qui concerne nos activités et nos événements. Kyle, vous avez la parole. Merci. Ça a été une excellente discussion au sein de ce panel et je serais ravie de partager l'enregistrement et les informations de cette session. Il y a eu plus de 120 participants, donc près de 100 participants et les différents membres du panel, des panels. Nous avons quelques images à diffuser. Ici, vous avez un aperçu des différents engagements vis-à-vis de ces sessions. Ça diffère d'un événement à l'autre, mais il y a une utilisation très large de Zoom. Et puis, vous voyez également de live stream, Facebook, Periscope. Nous avons en général environ 500 visionnements, soit en live, soit après coup. VPS 11 concernait le pair à pair, VPS 14, les objectifs à se fixer en temps région. Je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je n'ai pas toutes les données statistiques. Pour le moment, le taux de présence sur Zoom est plutôt élevé. Je l'ai dit, il y avait environ 100 participants, plus une vingtaine de membres du panel et de l'organisation. Ici, nous voyons l'utilisation les visionnements de la des versions françaises et anglaises sur les différentes plateformes. Vous voyez qu'à l'événement VPS 9, eh bien, l'engagement francophone a été très important. Donc, tout dépend du thème de la session concernée. Il y a également pas mal de communication, d'engagement sur les médias sociaux et par le biais des questions posées, surtout sur la plateforme Facebook, mais également sur Zoom pendant l'événement en direct. Et il y a également des statistiques en ce qui concerne les différents pays qui sont engagés dans l'événement VPS 9. C'est là que le nombre le plus important de pays a participé, 62. Mais toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'en tout, il y a à peu près le même nombre de participants qu'avec l'événement VPS 10, qui concerne moins de pays toutefois. Langue par événement et page views uniques, nous voyons qu'il y a à partir des page views un engagement francophone, même si l'engagement anglophone est dominant.
C'est la communication par les listes mail qui est la plus efficace ou la plus utilisée. Et puis, vous voyez les différents moyens de communiquer. Donc, Facebook cite ISOC en dernier, par lien direct, par les listes mail en premier lieu. Voici les sponsors sur toute la série, Main One, D6, Spikes, Lynx, Rack Center, Microsoft, et les sponsors de série, Facebook, NAP Africa et Flex Optics, qui a soutenu le service d'interprétation pendant toute la série. Voilà, donc en ce qui concerne les statistiques, et maintenant je donne la parole à Guylain qui va nous parler des hearing personals, donc la séance suivante. Merci à tous pour cette session très intéressante. Nous avons quelqu'un de Bois-Carabello, l'IXP du Botswana. Veuillez lever la main si vous êtes présent et souhaitez prendre la parole. Sinon, eh bien, nous pouvons passer au suivant. Charles Ecosan, si vous voulez bien, Charles Ecosan, si vous voulez bien allumer votre micro. Bien, vous m'entendez? Je m'appelle Charles, du point d'échange du Nigeria, à IXPN. Nous sommes ASN 36932. Nous avons 95 membres au sein de notre réseau. Trafic de pointe 250 gigabits par seconde. Location de peering, Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kano et Nugo. À Lagos, nous avons 6 POP, points de présence. ICNet SDBI. Et nous sommes tout à fait ouverts à peering multilatéral et bilatéral. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui figure ici ou par le biais de notre site internet dont vous voyez l'adresse. Nous serons très heureux de collaborer avec vous. Ensuite, Delcio Kaba de Webmasters LDA, vous avez la parole. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien? Merci de cette opportunité. Je voudrais dire également que le thème traité a été très intéressant pour les opérateurs africains. L'Afrique est sans doute le continent qui progresse le plus vite en matière de bande passante à haut débit. Est-ce que vous pouvez présenter votre réseau directement, s'il vous plaît? Je travaille pour Webmasters LDA. Nous sommes basés au Mozambique. Nous avons près de 40 réseaux LTE. Nous sommes présents au Mozambique, mais également à Johannesburg, à NAP Africa. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais apporter ma contribution en ce qui concerne ce thème. Je souhaiterais que le gouvernement donne plus d'attention à la dimension PGWE, et qu'il ne se contente pas d'utiliser ces infrastructures pour leurs propres besoins, parce que c'est essentiel pour la connectivité transfrontalière. Le Botswana est l'un des pays dans lesquels c'est ce qui se produit, le Brésil également. Donc, je voudrais que les dirigeants prêtent plus d'attention à ces infrastructures, parce que ce sont des infrastructures déjà établies qui pourraient être utilisées. Merci beaucoup.
Oui, rebonjour. Kyle Spencer du point d'échange d'Ouganda. Nous avons 29 réseaux connectés avec beaucoup de diversité. Access Carrier, CDN, REN, gouvernement, entreprise, DNS, etc. Nous sommes ouverts au peering bilatéral et multilatéral et nous sommes désormais disponibles sur Raxio, le premier centre de données neutre, d'opérateurs neutres de l'Ouganda. Donc, et par le biais de l'adresse indiquée, vous pouvez avoir vous pouvez nous contacter et les informations de contact s'y trouvent, les coordonnées pour nous joindre. Merci. Voici donc pour les peering personals. Je voudrais maintenant vous inviter à Gather Town. Avant cela, je voudrais dire que Flex Optics est sponsor du service d'interprétation. Cela a été omis tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant vous communiquer le lien à Gather Town, de sorte que vous puissiez vous joindre à l'événement social de rencontre sociale qui va suivre cette session. Grâce à ce lien, vous pouvez vous joindre à Gather Town et discuter davantage ce thème qui nous a réunis aujourd'hui. C'est très simple à utiliser. Utilisez Mozilla ou Firefox ou Chrome pour le... Voilà. Sinon, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation, le secrétariat, les participants, les panélistes, l'équipe technique et d'interprétation. Merci et bonne journée ou bonne soirée à tous où que vous soyez dans le monde. Merci, au revoir.